Bonjour Alexandre. Bonjour Dorian. Alors, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui en tant qu'expert Stratexio pour que tu puisses nous parler de la thématique business plan à l'international. Donc, pour commencer, parle-nous de toi et de ton cabinet CPO Conseil. D'accord. Alors, bonjour à tous. Pour construire un business plan pour son développement international, cela demande de la méthode. Si l'on veut construire un document crédible et surtout utile au pilotage de la performance. Alors, j'accompagne les groupes français dans cet exercice passionnant et engageant depuis de nombreuses années. Mes secteurs d'intervention sont multiples, dans le service, le conseil, l'agroalimentaire, la grande distribution, l'aéronautique, les équipementiers industriels, la télécommunication, la santé, les éditions de logiciels, comme tu peux le voir, voilà, j'interviens dans beaucoup de secteurs. Mon offre a en fait deux volets. Un volet pour l'accompagnement des groupes dans l'élaboration de leur business plan et aussi un volet dans la mise en place d'outils de pilotage de la performance, comme des reporting, des forecasts, des rolling forecasts, des budgets. Mes réalisations sur les 2 dernières années, pour faire vite, hein, donc j'ai mis en place et optimisé des outils de pilotage dans le retail, le groupe Shiver par exemple, dans l'agroalimentaire, Biscuits Bouvard, euh, dans le retail encore avec Gigia, excuse-moi. Voilà, je passe vite. Pour l'accompagnement dans la production de prévisionnels financiers, j'ai accompagné le groupe Le Lait Flamboyant, c'est dans la santé, Milexia, c'est dans les logiciels, Socomore, c'est dans l'aéronautique, Samsic, c'est dans le service, et Maître Laitier du Cotentin, c'est dans l'agroalimentaire. Voilà, donc beaucoup de secteurs différents, des dossiers passionnants. Et donc, je vais vous présenter la méthodologie, parce que tout ça, ça repose sur des outils et de la méthode, c'est très important. Donc, en fait, pour construire un business plan international avec mes clients, je m'appuie sur 7 étapes. 7 étapes qu'on va regarder rapidement pour que vous compreniez le contenu de chacune et surtout les interactions entre ces différentes étapes. L'idée est effectivement à la fin d'obtenir un business plan crédible pour des partenaires financiers éventuels et pour faciliter les levées de fonds, mais aussi et surtout pour que ça soit un outil de pilotage. Parce que le développement international, on le sait tous, c'est complexe et ça demande effectivement d'avoir les moyens de piloter correctement ces affaires. Alors, première étape, assez simple, on va vite passer sur ce point, c'est le filtrage des pays cibles. En fait, lorsqu'on a des projets de développement international, on a beaucoup de possibilités. Les marchés cibles sont nombreux et l'idée, c'est vraiment de filtrer pour en garder que quelques-uns à analyser plus profondément. Et donc, la méthode que j'utilise est extrêmement simple, mais très efficace. C'est-à-dire qu'on liste les conditions incontournables qui sont nécessaires pour que l'entreprise puisse vendre, mettre en place ses produits dans de bonnes conditions. Donc, quelles sont-elles? Voilà. Et on ne se pose pas forcément cette question. Ça peut être les infrastructures routières, ça peut être la qualité du réseau électrique, la qualité du réseau Internet. Enfin, il y a énormément de conditions comme ça qui peuvent être exigées. Et donc, il faut se poser la question. Et on voit que tout naturellement, en fait, il y a des pays qui sont rayés, qui disparaissent de la liste parce qu'ils ne répondent pas à ces conditions. Donc voilà, ça c'est la première étape très utile pour rentrer dans cet exercice. Deuxième étape, pour moi, c'est peut-être la plus importante parce que c'est celle qui va changer complètement la posture de l'entreprise, c'est de prioriser les trajectoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va utiliser un outil décisionnel, une matrice décisionnelle qui va permettre de placer en fait les couples produits-marché. Donc, on a déjà une idée des produits qu'on souhaite vendre à l'international. Les marchés, on les a restreints, on a filtré, donc on sait à peu près où on veut aller. Et donc là, on va commencer à peser ces couples pour savoir où ils se placent dans la matrice. Comment on les place dans la matrice? C'est très simple en fait. Il y a un critère qui est le potentiel de chaque couple, je vais revenir sur ce point, et puis un autre qui est le ticket d'entrée, combien ça coûte. Alors, le potentiel de chaque couple, on a pour ça quatre éléments qui vont nous aider en fait à mesurer le potentiel. C'est un, la pérennité du marché, deux, les marges bénéficiaires potentielles,
Donc là, on rentre dans les chiffres quand même. 3, la tendance ou les tendances du marché. 4, la qualité, la taille du marché. Effectivement, quelle est la taille potentielle, la part potentielle que l'entreprise peut prendre. Et donc, alors là, on ne va pas mettre des chiffres dans tous les sens, on va mettre des notes. Des notes sur 5 ou sur 10, ça dépend. Moi, je fais ça sur 5. Et donc, on met des notes pour chacun de ces 4 critères. On fait pareil de l'autre côté, ticket d'entrée. Pour mesurer ce ticket d'entrée, on va partir sur les conditions de marché. Est-ce qu'elles sont faciles, pas faciles, etc. La concurrence. Quelle est la granulométrie de la concurrence? Très important. Les risques, quels sont les risques? Est-ce qu'on peut les maîtriser? Quels sont les moyens à mettre en œuvre, etc. Et bien entendu, la mise à niveau des compétences. Tout ça, ça nous donne le poids du ticket d'entrée. Pareil, on fait une note de 0 à 5 et ça permet comme ça de peser le ticket d'entrée. Et après, on fait la moyenne des notes et on se retrouve là en capacité de placer sur une matrice décisionnelle, comme tu le vois à l'écran d'Orient en haut à droite, on peut placer ces couples produits-marché selon les 2 axes, potentiel et ticket d'entrée. Et d'un seul coup d'œil, finalement, on va pouvoir savoir si on est sur des couples prioritaires, des couples importants, des couples intéressants ou des couples à éviter, ou les couples sur lesquels on est déjà, où il faut sortir, parce que ça peut être le cas. On peut être sur on a déjà peut-être investi dans un marché, etc. Et avec cette analyse, on se rend compte qu'on est dans les couples à éviter. Donc, comment on en sort? C'est la vraie question. Et puis, lorsque tu as placé les couples sur cette matrice, le jeu aussi, c'est de déterminer les synergies possibles entre ces couples. Parce qu'un couple, ça marche rarement tout seul. Il va y avoir un produit phare, qui va permettre de rentrer dans un marché pour se faire connaître, par exemple. Et puis, le produit à forte rentabilité, à forte valeur ajoutée, il va venir derrière. Mais une fois que, je dirais, l'entreprise sera connue sur son marché, ça arrive souvent, ce genre de mécanisme-là. Donc, il faut travailler sur des synergies. On peut tout à fait imaginer, par exemple, qu'il y a un couple prioritaire, OK, mais qu'il y a un couple important ou intéressant sur lesquels on va pousser les feux finalement. Il n'est pas bien placé dans la matrice décisionnelle, mais c'est lui qui va nous permettre de rentrer dans le marché. Donc, tu vois, tout ça, c'est une affaire d'analyse. Et en fait, quand tu fais ce travail-là de raisonnement, tu changes de posture. Tu fais changer tout ton management intermédiaire parce que tu les fais réfléchir ensemble sur ce sujet et ça devient passionnant et aussi très ludique. Voilà pour l'étape 2. Maintenant, l'étape 3, on va complexifier un peu. Parce qu'on ne peut pas se contenter d'analyser le couple produit-marché, il faut rentrer une nouvelle donnée qui est le mode d'entrée. Le mode d'entrée, il y en a plein. Il y a, j'en cite quelques-uns, l'agent, le distributeur, le partenaire stratégique, la licence, la création de filiales, l'acquisition d'une entité. Voilà. Il y a plein de choses, il y a plein de façons de faire. Et selon les marchés, on va être contraint de choisir entre 1 ou 2 ou 3 modes d'entrée, mais en fait, l'entreprise n'a pas forcément le choix. Donc, elle va être contrainte sur un mode d'entrée, sur 2 modes d'entrée. Et ce mode d'entrée va avoir un impact très important sur la matrice décisionnelle. Ça veut dire qu'en fait, il va falloir refaire ce travail de positionnement sur la matrice décisionnelle parce que le mode entrée, la création d'une filiale, par exemple, coûte plus cher que l'utilisation d'un distributeur. Donc, en fait, en rajoutant cette donnée mode d'entrée, tu vas revenir et tu vas retravailler ton ticket d'entrée. Et donc, ça va repositionner, et enfin aussi ton potentiel à un marché. Et donc, tu vas repositionner tes couples. Donc, l'étape 3 est super importante, il faut se poser la question, et tu arrives à l'étape 4 où tu repositionnes effectivement sur ta matrice décisionnelle tes couples produits-marché avec le mode d'entrée. Donc là, on est sur un processus itératif, c'est ce qu'il faut comprendre. On fait un premier travail, on intègre le mode d'entrée, on refait le travail avec ce mode d'entrée, et donc là, on arrive vraiment sur cette démarche proactive avec les synergies dont j'ai parlé, et tu vas vraiment avoir là un fil rouge. Les équipes vont savoir ce qu'elles ont à faire. Tu vas, en étape 5, construire une feuille de route avec le management intermédiaire. Tu vas vraiment les intégrer. Ce n'est pas que le commercial. On intègre tous les départements. Et donc, là, on va aller sur des objectifs. Quels sont les objectifs de marge, de chiffre d'affaires, bien entendu? Quel positionnement on veut avoir? Est-ce qu'il va falloir standardiser les produits, les adapter, etc.?
comment on gère les risques clients, fournisseurs, comment on organise les ressources, est-ce qu'il y a des moyens à mettre en œuvre, etc. Donc, tu vas descendre toute, toute la feuille de route. Donc, tu vois, j'ai mis un petit exemple de feuille de route très parlant, très visuel, qu'on peut faire pour les équipes ou même pour le business plan, hein, pour l'intégrer dans le business plan, avec les grandes actions dans le temps, hein, positionnées dans le temps, et séparer en deux entre ce qui est défi et priorité externe, qu'on peut diffuser à l'extérieur, dont on peut parler à l'extérieur, et les défis et priorités internes qu'on va garder pour nous, parce que l'extérieur n'a pas besoin de le savoir. Et donc ça, c'est important aussi pour les équipes, de savoir ce qu'elles peuvent dire et pas dire à l'extérieur. Voilà. Donc pour la communication de l'entreprise, du groupe, c'est bien d'avoir ce type d'outils aussi. Voilà, donc cette feuille de route, elle va avoir un rôle fondamental après pour la construction du prévisionnel financier, bien entendu, parce que derrière chacune de ces actions, chacun de ces défis, il y a des coûts, il y a des moyens à mettre en œuvre. Et donc, c'est là qu'on commence à collecter de la matière pour construire le prévisionnel. Donc, l'étape 6, on va commencer à formaliser le business plan. On a la matière, on a les triptyques prioritaires, on a la feuille de route, on a quelquefois aussi des plans d'action, un seul ou plusieurs, sur des focus, sur des points très particuliers, par exemple la gestion des stocks ou la mise à niveau des compétences. Là, on peut avoir des plans d'action voilà, plus précis. Et donc, grâce à cette matière, eh ben, on va pouvoir déjà, construire, formaliser la partie descriptive du business plan, en présentant les cibles. Je te rappelle qu'on a fait tout un travail sur les cibles marché, etc. Donc, on est capable d'en parler, on est capable de justifier ses choix. On va pouvoir présenter l'équipe, les compétences, on va pouvoir parler du ou des modes d'entrée, parce qu'on a fait un vrai travail d'analyse sur le mode d'entrée. Voilà, on va pouvoir parler des éléments distinctifs et différenciants de ces produits par rapport à la concurrence. Voilà, on aura vraiment de la matière parce que les étapes précédentes nous ont permis d'avoir cette matière. Et puis, donc, alors là, c'est l'expert comptable qui parle. Moi, alors je suis ravi quand j'ai toute cette matière parce que j'ai des éléments pour crédibiliser les chiffres. Et là, je suis fort parce que je peux justifier du chiffre d'affaires, parce que j'ai des moyens en face en termes de marketing, sur le plan commercial. J'ai des marges, des potentiels de marge qui ont été creusés, analysés. Je ne mets pas n'importe quoi, je peux le justifier. Voilà. Donc, on va pouvoir construire un compte d'exploitation sur 3 à 5 ans. On va pouvoir construire un tableau de financement, parler des stocks, des créances, des dettes, etc. Et on va pouvoir intégrer aussi des risques, parce que l'idée, ce n'est pas forcément de faire qu'un seul prévisionnel, mais peut-être deux, une hypothèse haute, une hypothèse basse, qui nous permet de mesurer la volatilité, par exemple, de la rentabilité ou du cash généré. Et donc ça, c'est important, ces notions-là, surtout pour le partenaire financier, parce que lui, il va faire ce qu'on appelle un worst case, donc une hypothèse basse. Et donc, autant la faire avec lui, cette hypothèse basse, et prendre la main. Voilà. Donc, ne pas hésiter à intégrer des risques de sous-performance dans son projet de développement. Voilà, donc les états financiers, on les fait sur 3 ans, sur 5 ans, sur des marchés qui sont à forte inertie. Je pense à l'Allemagne, au Japon ou aux États-Unis, où on met plus de temps à rentrer, à être profitable. Il est nécessaire souvent d'être sur 5 ans pour montrer en fait la rentabilité du projet. Sur des marchés plus faciles, eh ben, on va pouvoir rester sur 3 ans. Voilà un petit peu donc comment on formalise ce business plan et à partir de quoi on le fait. Et donc, comme je le disais en introduction, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que le business plan international, il a une autre utilité que la levée de fonds qui est nécessaire, souvent nécessaire. Il a une utilité d'abord dans la décision, dans les décisions qu'il faut prendre. Donc, c'est un outil décisionnel. Et puis aussi, c'est un outil de management, parce que si on a une feuille de route et si on a quelques plans d'action, eh bien là, on va pouvoir manager ces équipes. On va pouvoir vraiment les driver, les aider, etc., les accompagner. Et puis, c'est un outil aussi d'apprentissage stratégique, parce que on a la capacité, grâce à cet outil, de mesurer véritablement la performance par rapport à ce qu'on a prévu, par rapport à ce qu'on s'était dit, par rapport aux analyses. On va pouvoir, grâce aux performances réelles relevées sur le terrain, on va pouvoir se dire, bah tiens, là, il faut réajuster. Là, on avait mis ce couple produit-marché, on l'avait mis en prioritaire parce qu'on pensait avoir un potentiel marché important. Il s'avère que ce n'est pas le cas. Donc là, on retouche sa matrice. En fait, la matrice décisionnelle, très clairement, il faudrait qu'elle soit retouchée tous les ans. Voilà, c'est vraiment un outil d'apprentissage.
pour recaler sa stratégie dans le temps. Voilà. Donc, tu vois, on a vraiment un outil complet qui dépasse largement le simple prévisionnel financier auquel on pense que lorsqu'on parle de business plan. Et donc, tout ça, bien entendu, hein, c'est pour financer. Hein. Au départ, un business plan, ça sert au financement. Pardon. Donc, on va pouvoir vraiment vérifier la capacité financière de l'entreprise à développer son marché international sur ses fonds propres ou en faisant appel aussi à du financement extérieur. Et puis, il y a aussi un troisième cas, c'est celui de droite, là en jaune, c'est qu'on va aussi se poser la question des partenaires. Qu'est-ce que c'est important, les partenaires à l'international? Donc, tu vois, cette notion de partenaire, elle vient forcément s'intégrer aussi dans cette idée de financement parce que le développement avec un distributeur, finalement, le distributeur finance en partie le développement international, par exemple. Donc le financement, ce n'est pas simplement de l'argent qu'on va chercher à la banque, hein, c'est aussi cette notion de partenariat qu'il faut développer et bien analyser. Voilà, pour faire vite, je suis allé très très vite sur tous ces sujets. Voilà ce que je propose avec cette prestation d'accompagnement au business plan international. Donc, bon, si vous voulez en savoir plus, bien entendu, je suis à votre disposition. Vous pouvez me joindre sur mon portable ou par Skype. N'hésitez surtout pas à me contacter. Je serai ravi de discuter avec vous de ce sujet. Super. Je te remercie vivement, Alexandre, à la fois pour ton expertise et tous tes conseils précieux que tu viens de nous donner pour réaliser un business plan efficace, un business plan international efficace et on va dire hyper réaliste et qui va nous servir et qui va servir aux chefs d'entreprise tout au long du développement international. Donc voilà, j'invite vraiment les dirigeants qui ont des questions, des sujets à propos de cette thématique de prendre attache directement avec toi pour aller plus loin et voir ce qui est possible de faire. Merci Dorian. Il ne me reste plus qu'à te remercier une nouvelle fois, Alexandre, et puis je te dis à bientôt. À bientôt. Au revoir, Alexandre.